Sylviane Dupuis reviendra sur le principal fonds de Nicolas Bouvier à la BGE, c'est-à-dire le fonds de manuscrits qui permet d'éclairer son œuvre littéraire. Et moi, j'aimerais dire deux mots de l'autre fonds Nicolas Bouvier conservé à la bibliothèque, c'est son fonds d'iconographe, c'est-à-dire de chercheur d'images, qui est déposé au centre d'iconographie. C'est un fonds qui provient de son atelier d'iconographe à Carouge, donc c'était un espace séparé de l'espace de l'écriture. Il est composé de quelques 40 000 photographies de reproduction, des tirages, mais aussi des négatifs, des diapositives, des planches contact, ainsi que quantité de documents professionnels en tout genre, des listes, des factures, des reçus. C'est un fonds qui, au premier coup d'œil, peut presque apparaître comme l'opposé de celui de l'écrivain voyageur, non seulement parce qu'il est visuel plutôt que textuel, mais aussi parce qu'il me semble qu'il donne une idée très différente de ce qu'est finalement une vie et le travail d'une vie. D'un côté, l'écriture et le voyage sont dans notre imaginaire deux activités qui sont très fortement associées à une certaine idée de vocation, en tout cas d'élan personnel, qui transcenderait toute nécessité matérielle, toute réponse à une commande, à une contingence économique. Ce serait presque deux façons conjointes chez Bouvier de se libérer des contingences pour revenir à l'essentiel. Son fonds d'iconographe, à l'inverse, c'est précisément le produit d'un métier, d'une nécessité matérielle, celle de gagner sa vie, d'un travail fait pour les autres plutôt que pour soi, c'est presque toujours le produit d'une commande, et pour lui, c'est aussi la résultante d'une activité qu'il n'a au départ pas choisie, ce qui souligne souvent. Ce métier, presque aussi répandu que celui de charmeur de rats, ne s'enseigne nulle part, on ne le choisit pas, comme le barreau ou la médecine, c'est lui qui vous choisit, et il faut bien qu'on s'en accommode. Encore au début des années 70, il avoue « Mon métier est un gagne-pain que je souhaiterais temporaire et qui a tendance à devenir permanent. » Loin d'être provisoire, ce métier ne va en réalité jamais le quitter. Il va au contraire devenir son activité principale pendant la plus grande partie de sa vie d'adulte, presque 40 ans, depuis le tout début des années 60 jusqu'au dernier mois avant sa mort, en 1998. Et ce qui est d'autant plus remarquable, il me semble, c'est que lui-même va donner une importance publique croissante à cette activité, alors même que sa notoriété d'écrivain voyageur croît, alors qu'il aurait eu, on pourrait penser, tout intérêt à occulter cette fonction très concrète et professionnelle pour ne pas parasiter cette nouvelle aura de l'écrivain voyageur. Et au contraire, les années passant, Bouvier va de plus en plus mettre en avant ce travail à travers d'abord des entretiens, des conférences, bientôt des articles, et le présenter finalement comme partie intégrante de son œuvre. Comme si au bout du compte, la vocation et le métier, c'est-à-dire l'expression d'une pure intensité de la relation au monde et le produit d'une activité faite au jour le jour, pouvaient bien se rejoindre. Donc, il produit de nombreuses réflexions orales et écrites sur le travail du iconographe, et c'est l'une des singularités de Bouvier dans le domaine qui fait tout son intérêt aujourd'hui pour essayer d'écrire cette histoire d'un métier très très mal connu, alors qu'il a été essentiel pour, je dirais presque pour la culture visuelle de la seconde moitié du XXe siècle. Parce qu'ils ont l'habitude d'opérer dans l'ombre, que très longtemps ils n'ont même pas été crédités, et que leur travail d'une certaine façon ne se voit pas, les iconographes ont très peu pris la plume ou la parole pour expliquer ce qu'est leur travail. Bouvier, lui, va laisser de très nombreuses pages où il essaye de montrer l'importance et les enjeux de ce geste tout simple, trouver des images. Alors sa propre autorité d'écrivain va évidemment beaucoup contribuer à la valorisation publique de ce métier de l'ombre, et puis surtout va aider à la préservation de son fonds, et c'est un cas, à ma connaissance, exceptionnel, qu'un fonds d'iconographe soit conservé dans son intégrité dans une institution
public, et donc c'est encore une fois une source très très rare pour faire l'histoire plus large de ce métier. Une autre singularité de Bouvier iconographe, c'est le travail sur la longue durée, sur presque 40 ans, et je pense que ces 40 ans sont exactement les grandes années de l'iconographie. En 1960, quand il débute, on a évidemment déjà l'habitude chez les éditeurs de chercher des images pour les livres illustrés, mais ce travail est confié au dernier moment à des personnes non qualifiées, mal payées, et donc n'est pas reconnu comme un métier propre, une compétence singulière. 40 ans plus tard, au moment où il décède, c'est l'arrivée d'Internet et des grandes banques d'images en ligne, celles qui nous donnent aujourd'hui l'illusion que toutes les images du monde sont accessibles d'un simple clic, comme on accède à l'eau et à l'électricité, pour citer une prophétie de Paul Valéry. Donc 40 ans plus tard, au tournant du XXIe siècle, à nouveau, cet accès facilité aux images tend à remettre en question l'idée que la recherche d'images pourrait être un savoir-faire et un geste créatif. Les éditeurs sont de moins en moins enclins à payer pour ce qui semble accessible à n'importe qui, et les iconographes n'ont certes pas disparu, mais leur fonction s'est beaucoup déplacée de la quête des images vers la gestion des droits de reproduction. Donc, au bout du compte, les années de travail de Nicolas Bouffier dans le domaine semblent avoir correspondu parfaitement avec une sorte d'étroite fenêtre temporelle qu'on pourrait appeler le petit demi-siècle de l'iconographie, pendant lequel chercher des images a pu définir un véritable projet non seulement professionnel, mais intellectuel et esthétique. Donc j'ai eu la chance de me pencher sur son fond et sur son parcours dans le domaine, grâce au soutien d'Eliane Bouvier, de Nicolas Chetty, de Barbara Prout, que je remercie. Mais je dois dire que je ne fais ici que poursuivre le travail fait par d'autres bien avant moi. J'aimerais citer deux personnes. C'est d'abord Sabina Engel, qui a collaboré avec Bouvier dans les années 1980 et qui a été vraiment la cheville ouvrière de la reprise du fond par le Centre d'iconographie. Et puis c'est Pierre Starobinski, qui a lui aussi travaillé avec Bouvier dans les années 90 et qui a conçu en 2000 la première grande manifestation en hommage à son travail d'iconographe, l'exposition « Le corps miroir du monde, voyage dans le musée imaginaire de Nicolas Bouvier à Lausanne », dont est tirée une publication. Donc, les deux ont vraiment réussi à mettre en valeur la richesse de ce fonds. Moi, je vais moins m'attacher au contenu qu'en fait au geste même de la recherche des images. Je vais essayer d'inscrire comme ça Bouvier dans l'histoire d'un essor plus large de la profession et essayer de montrer sa singularité. Alors, quand il revient sur ses débuts, au tournant des années 60, Bouvier insiste souvent sur la nouveauté de cette profession à l'époque, se remémorant par exemple ses premières recherches à la Bibliothèque nationale en 1961, il parle même d'invention. Nous n'étions alors que 2 ou 3 chercheurs à découvrir dans l'enthousiasme les trucs, les astuces et les ficelles de ce métier que nous inventions. Donc le mot est très fort. Encore une fois, il peut paraître un peu abusif si on pense qu'il s'agit simplement de ce geste de chercher des images qui préexistait à son travail. Par contre, il me semble qu'il est tout à fait adéquat si on dit que ce qui a été inventé par lui et ses quelques confrères, c'est la transfiguration de cette fonction subalterne en un métier à part entière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le terme même d'iconographe n'est jamais utilisé. On parle de documentaliste, éventuellement de documentaliste spécialisé dans la recherche iconographique, parfois de conseiller en illustration. Et c'est que au début des années 70 que le mot iconographe s'impose.
Et même quand est créée en 1975 en France la première association professionnelle d'iconographes, c'est l'Association nationale des documentalistes iconographes. Et à l'époque, elle regroupe 60 personnes, alors qu'en Suisse romande, Nicolas Bouvier est réputé seul représentant de la corporation. Le terme documentaliste, évidemment, connote un statut subalterne attribué à la pratique de la recherche de documents visuels, à laquelle on porte une attention nettement moindre au travail sur le texte, et ça change effectivement au début des années 60. Alors, il dit 2 ou 3 chercheurs. À aucun moment, il ne donne les noms de ses confrères. Je pense qu'il y a 2 personnes qu'il a forcément en tête. C'est Roger-Jean Ségala, avec lequel il collabore énormément à l'époque, et puis une autre figure très très importante pour le métier, Jacques Hostier, qui, dès cette époque, se profile comme le principal porte-parole en France de ce métier en gestation. Alors tous les 3 ont 30 ans, et tous les 3 incarnent un changement important dans la recherche d'images. D'abord, c'est le choix de travailler en indépendant, et plus comme employé d'une maison d'édition, ce qui était la norme jusque-là. Et ce choix impose de se faire connaître, de prendre la parole pour simplement trouver des clients. Et donc la recherche d'images cesse d'être une activité invisible et muette, confinée dans les locaux des éditeurs, pour prendre présence publique. L'autre point essentiel, à mon avis, c'est d'être des hommes et de participer à un processus de masculinisation d'une activité qui était féminine jusque-là et qui va le rester. C'est indéniable, il me semble, que dans les années 60, la nouvelle valorisation sociale et visibilité publique du métier, ainsi que l'augmentation des prétentions salariales, tout simplement, passe par sa masculinisation, ce dont témoignent des annonces dans la presse où on spécifie le genre. Recherche homme documentaliste, homme expérimenté. Donc je pense que c'est un point qu'il faut garder à l'esprit. La prise de parole d'hommes comme Jacques Hostier d'abord, comme Nicolas Bouvier ensuite, qui seuls aujourd'hui nous donnent accès aux discours qui ont accompagné l'essor du métier, portent une sorte d'illusion d'optique, puisqu'elle laisse dans l'ombre cette existence de cette autre histoire que personne n'a consignée, faite par les femmes. Et j'en ai eu la preuve dans mes recherches à la Bibliothèque nationale, où j'ai cherché dans les registres d'entrée du cabinet des estampes. Les hommes sont systématiquement inscrits par leur prénom. Les femmes sont réduites à des mademoiselles, qui rend concrètement impossible aujourd'hui de les identifier. Alors, au début donc, des années 60, Bouvier travaille beaucoup à la Bibliothèque nationale à Paris, mais c'est en Suisse romande c'est de Suisse romande que viennent ces commandes. Et la région lémanique est vraiment un terreau important pour ça à l'époque. C'est vraiment un centre majeur du livre illustré. Alors à Genève, il y a évidemment Skira. Nicolas Bouvier a beaucoup de contacts chez Skira et ne travaillera, à une exception près, jamais avec Skira. C'est qu'en fait, il s'intéresse peu au grand art. Et puis, à Lausanne, il y a les clubs de livres. Donc, comme la Guilde du Livre, où les éditions rencontrent donc des éditeurs très très grand public, avec lequel, pour les éditions rencontres, il démarre et avec lequel il va beaucoup collaborer. Son tout premier pas dans le métier commence, cela dit, à travers une commande d'une organisation internationale installée à Genève, l'Organisation mondiale de la santé. On est en automne 1961. Bouvier vient de terminer la rédaction du manuscrit de l'usage du monde. Il n'arrive pas à le publier. Il doit décrocher un travail.
et on lui demande de faire ce qu'il n'avait jamais fait, jamais pensé faire, chercher des images pour un numéro spécial sur l'œil, sur les problèmes sur l'œil. Le santé, du journal Santé du Monde de l'OMS. Donc il va chercher des images qui vont composer d'un côté un cahier iconographique de 6 pages qui construit une sorte d'histoire des représentations mondiales de l'œil, et puis par ailleurs, il parsème à l'intérieur de tout le numéro, même pour les sujets les plus actuels, des images anciennes, comme celle-ci que vous trouvez là-bas. Donc, il y a plusieurs aspects de cette commande initiale qui marqueront tout son parcours. D'abord, l'intérêt pour la question même du regard et de la vision, le goût pour l'imagerie scientifique du corps, et puis une perspective très large dans la recherche des images, avec une double ouverture aux cultures extra-occidentales et à un temps long de l'histoire. Et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce principe même d'introduire des images très anciennes dans des sujets d'actualité, c'est ce qu'il pratiquera à nouveau dans les années 90, quand il sera l'iconographe du temps stratégique, où là aussi, même pour les sujets les plus actuels, il s'amuse à comme brouiller les époques, et on peut, disons, voir ça comme une sorte de possible façon d'interroger l'idée même d'actualité et de progrès. Avant même la sortie de ce numéro, son travail attire l'attention d'un graphiste suisse qui avait fait toute sa carrière aux États-Unis et qui revient en Suisse pour publier aux éditions Rencontres une grande collection encyclopédique, La Science illustrée, et qui va engager Bouvier pour sa première commande au long cours. Bouvier va toujours présenter sa collaboration avec Éric Nietzsche comme décisive dans son parcours. Et là, il y a un nœud entre, disons, l'essor des iconographes et des graphistes qui est important. Les graphistes commencent à avoir le vent en poupe dans ces années-là. Le mot même de graphiste s'impose en français dans les années 60 seulement. Ils ont de plus en plus besoin d'images pour leur travail. Ils ne peuvent plus faire cette recherche par eux-mêmes et donc ils doivent engager des gens spécialisés pour ça. Donc la collection va paraître aux éditions Rencontres, qui est un club de livres, c'est-à-dire qu'on achète les livres sur abonnement, on les reçoit par la poste, et ce qui va permettre d'atteindre un très très large public. Les chiffres, disons, paraissent un peu inconcevables aujourd'hui, mais la Science illustrée, par exemple, elle est tirée à 2 millions d'exemplaires. Enfin, pas l'ensemble des 12 volumes. Donc, c'est vraiment une production de masse, mais faite avec de très très grands standards de qualité, notamment pour ce qui est de l'imprimerie, de l'impression et du graphisme. Le principe même de la souscription implique la sortie d'un livre par mois. Donc on produit des livres au rythme des magazines. Et donc ça change le fonctionnement de la production des livres. Et pour assurer l'approvisionnement très rapide en images, en très grand nombre, sur des sujets très spécialisés, l'histoire des sciences, il faut vraiment faire appel à des gens compétents pour ça. Donc pour Nicolas Bouvier, non seulement il faut travailler vite, mais il faut trouver beaucoup d'images pour nourrir le graphisme très singulier d'Éric Nietzsche. Donc Éric Nietzsche, dont on célèbre aussi les 20 ans de la mort cette année, notamment par une exposition qui aura lieu à la bibliothèque de Lausanne dans quelques mois. Nietzsche, c'est quelqu'un qui privilégie un foisonnement d'images, tirées
de toutes les périodes, de toutes les techniques possibles. Donc quelque chose qui est très très différent du nouveau graphisme suisse qui s'impose à l'époque, qui défend une sorte d'austérité visuelle, et là il y a plutôt une sorte d'exubérance visuelle, une esthétique comme ça de l'abondance, qui suppose que pour l'iconographe, ce n'est pas une image qu'il faut trouver pour un motif, mais des dizaines. Comme ça, on s'amuse à multiplier. Donc, c'est chaque fois une image différente qu'il faut faire. À multiplier les images. Et d'une certaine façon, c'est des livres qui aussi célèbrent le métier d'iconographe et cet émerveillement devant cette profusion de richesses visuelles qui émerge à travers la reproduction photographique. Bouvier donc exprimera toujours sa dette envers Nietzsche, notamment aussi bien quant à son propre goût pour le graphisme que pour la culture visuelle qu'il a acquise avec lui. Les livres que nous faisions étaient superbes, et par ce travail, j'ai acquis une culture de l'image supérieure à celle que j'aurais reçue si j'avais fait de l'histoire de l'art. Jamais je n'ai aussi mal vécu et jamais si bien regardé. Alors effectivement, j'ai insisté sur ces livres avec Nietzsche, puisqu'il y a, il me semble, plusieurs traits qui vont marquer tout le travail de Bouvier dans le domaine, qui sont déjà présents autour de ces livres. Alors, j'aimerais juste en donner quelques-uns. D'abord, c'est la nécessité de l'inédit, la capacité à exhumer des images qui n'ont jamais été vues. Et donc, c'est vraiment un point central de la justification même du métier d'iconographe. Au début des années 60, on reproche souvent aux livres illustrés de se contenter de recycler toujours, par facilité, recycler toujours les mêmes images. Et l'iconographe, ce serait précisément celui qui réussirait à renouveler cette illustration, à réintroduire de la surprise dans ces livres, ce qui est très important dans une forte concurrence entre les maisons d'édition. Et c'est un point très important, cette idée que toute image publiée doit être une image publiée une seule fois, et quelqu'un comme Hostier dira « ça interdit par définition qu'un iconographe est une collection, puisque une image vue est grillée. On ne peut pas la réutiliser, ça ne sert à rien d'avoir un stock. » On verra que Bouvier est moins restrictif. Un point qui me semble important à souligner, c'est qu'on peut dire que la mission de l'iconographe, pensée comme ça, elle est fondamentalement paradoxale, puisqu'il ne s'occupe que d'images déjà faites. Comment des images déjà faites peuvent n'avoir jamais été vues? Et je pense que c'est tout l'enjeu de ce travail, c'est de faire émerger de la masse des documents anciens des objets absolument neufs et d'étendre d'une certaine façon l'exigence d'innovation qui est au cœur de la modernité à tout le patrimoine visuel, même le plus ancien. Vous pouvez produire de l'inédit à partir du passé. Et Bouvier pense vraiment que c'est possible. Il y a du nouveau dans le passé. Et il pense aussi que c'est même une richesse fondamentale de ce geste de l'iconographe, disons de brouiller les temporalités jusqu'à faire vaciller les catégories mêmes du passé et du contemporain. Il l'exprime souvent, et notamment à travers une anecdote qu'il a plusieurs fois racontée. J'avais planté mes appareils à la bibliothèque de Genève où, la fatigue oubliée, j'ai passé des heures fascinantes à éplucher manuscrits, grimoires, vélins, incunables, traités de botanique, d'alchimie ou de navigation. Cette lanterne magique me donnait le tournis. Je n'oublierai pas le jour où, ouvrant une anatomie d'Étienne Rivière de 1545, j'entendis un léger bruit de succion. Une Vénus écorchée m'adressait un sourire luisant. J'étais son premier admirateur. 4 siècles après l'impression, l'encre était encore humide. Vous ouvrez un livre
qui a 400 ans d'âge et n'a jamais été vu. Donc il y a vraiment, d'une certaine façon, c'est précisément parce que ces images ont été négligées, oubliées, enfouies comme ça pendant des siècles dans les tréfonds des bibliothèques, qu'elles peuvent avoir cette force d'irruption et de nouveauté. Et c'est ce qu'il appelle aussi l'expérience du passé-présent. Ce sont des flashs de passé-présent, une mosaïque, un manuscrit, une estampe réalisée 10 ou 30 générations avant la vôtre sont là, sous vos yeux, à portée de main. Ils scintillent. Leur couleur passée, mais parfois étonnamment fraîche, s'en dégage comme un parfum. Le temps est aboli. Donc, reproduire ou chercher des images et reproduire des images, c'est un peu plus que simplement de la duplication. Et cette impression est sans doute d'autant plus forte pour lui, disons cette présence du passé, qu'il est son propre photographe. Et donc, qui passe du temps avec les documents qu'il reproduit. Et c'est vraiment une autre singularité de Bouvier. L'écrasante majorité des iconographes s'arrêtent vraiment à la recherche d'images et passe commande ensuite d'une reproduction. Bouvier, lui, il se trimballe 40 kilos de matériel de bibliothèques en musées à travers l'Europe pour faire lui-même les images. Alors évidemment, il y a des raisons pratiques. Il économise une commande de photographie. Il accélère la livraison des images, alors que dès les années 60, les bibliothèques ont beaucoup de problèmes à suivre le rythme des demandes des éditeurs. Il se constitue progressivement un fonds négatif, mais pas seulement. Il y a vraiment cette idée, ou ce plaisir de préparer soi-même le document, de soigner sa reproduction pour s'assurer de la présence la plus forte possible de ces images anciennes dans le monde contemporain. Donc on est dans les mêmes années où le microfilmage d'abord, la photocopieuse s'impose dans les bibliothèques, mais sinon, il pratique une forme de la reproduction qui est très très différente, qui est lente, qui est artisanale et qu'on pourrait appeler la photographie de bibliothèque, comme il y a la photo de rue, il y a la photo de portrait, et je pense qu'il faut prendre cette photographie de duplication très au sérieux. C'est d'ailleurs ce que pensait, donc ici, Bouvier au travail. C'est ce que pensait l'un des inventeurs de la photographie, Henry Fox Talbot. Et on voit bien comment, dans cette image qui met en scène ce que peut la photographie, vous avez les deux choses. La photographie pour simplement reproduire des images déjà faites, à gauche, et à droite, reproduire le monde directement. Et Talbot pensait que ce que vous voyez à gauche, reproduire des images déjà faites, sera aussi important pour l'avenir de la photographie que de partir vers le monde pour photographier le monde. Et je pense que Bouvier, pense la même chose, en tout cas qui prend très au sérieux ce geste qui peut paraître très modeste, mais qui, en même temps, on pourrait dire quelque chose de merveilleux et semble produire ce qui pourrait paraître interdit à la photographie, c'est de photographier le passé. Et c'est ce que vous voyez ici. Il y a comme une double séance de pause. D'un côté, on photographie un vivant, et de l'autre, on photographie une personne qui n'est plus là. Donc, d'un côté, on peut dire, à droite, c'est ce qu'aurait fait l'essentiel de l'histoire de la photographie, disons, le chasseur d'images, qui transforme instantanément le présent en passé, qui fige la vie pour la conserver. Et puis à gauche, vous avez celui qui serait capable, disons, de ramener à la vie les images déjà faites. Alors, il faut que j'accélère. Je parle de photographie de bibliothèque, et je pense que c'est d'autant plus vrai pour Bouvier que plus que tout autre iconographe de son époque, sans doute, les images qu'il privilégie sont elles-mêmes des images issues de livres. Il s'intéresse peu à la peinture, il va relativement peu utiliser de photographies des autres. Ce qu'il aime, c'est photographier des images qui sont dans les livres. Donc,
il photographie des images qui sont dans les livres pour produire de nouveaux livres. C'est comme s'il y avait une photographie qui ne sortait jamais des livres, une sorte de, on pourrait dire de circuit fermé comme ça dans l'espace des bibliothèques. Je vais dans les bibliothèques produire des images pour produire des livres qui seront dans les bibliothèques. Et encore une fois, malgré ça, je pense que ce serait faux de penser que c'est simplement un geste de pure duplication d'une culture livresque, savante et établie. Dans le fait de passer par les images, il y a quelque chose, me semble-t-il, qui change et qui déstabilise d'une certaine façon ou élargit, voire subvertit la culture établie. Et il en donne un exemple dans un souvenir d'enfance qui consigne dans un texte tardif où il raconte l'importance qu'a eu pour lui un simple livre de vignettes de fabricants de chocolat qu'il a ouvert à une culture infiniment plus riche que le savoir et la culture, selon lui, bornée et partiale de sa classe, la classe pourtant ultra cultivée de la bourgeoisie cultivée genevoise. Et voilà ce qu'il dit. Donc il parle de ce simple album de vignettes à coller. On passait de Sémiramis à Pasteur, de Sargon à Stevenson, de Moctezuma à Lao Tse-tu et de Surcouf à Thomas Morus, porté par une sorte d'ébriété. Ma tête se dilatait de plaisir comme l'univers du Big Bang. Les blancs de la chronologie et ceux de la projection de Mercator se remplissaient de fines hachures grises, roses, jaunes. J'avais acquis le recueil en secret, allant moi-même poster les lettres et ne l'avais montré à personne. Au cabinet, je lisais avec une attention hallucinée ces vies qui avaient fondé des religions, des villes, des empires, des ordres monastiques, sauvé ou tué des millions d'enfants comme moi. Je retenais tout avec l'appétit et la mémoire propre à mon âge, avec l'idée aussi que ce savoir me permettrait de piéger, à l'hypocrite et à la déloyale, ces grands qui, en dehors de la Renaissance italienne, sur laquelle ils étaient, je ne sais pourquoi, Burckhardt, incollables, en savaient sur le vaste monde beaucoup moins long qu'ils ne le croyaient. Et donc il raconte ensuite comment il a conquis le droit de rester avec les grands tard le soir en les épatant sur son savoir sur la Chine du XIIIe siècle, dont ils ignoraient tout, et donc un savoir qui, pour lui, était passé par des vignettes accolées qu'il n'osait même pas montrer à ceux qui l'épataient par son savoir. Donc il y a vraiment un déplacement dans la culture qui se fait par les images, et je pense que c'est quelque chose qui va se retrouver dans les livres qu'il illustre dans les années 60, parce qu'ils sont fondés sur l'exigence d'une iconographie foisonnante, inédite, surprenante. Ils ne font pas que, disons, de propager une culture livresque préexistante, disons, démocratiser la culture des élites. Ils déplacent aussi imperceptiblement ce que contient cette culture, ils diversifient les objets et élargissent son contenu. Et donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas voir de contradiction dans le fait qu'en 1953, Bouvier quitte Genève avec l'idée, disons, de sortir de son milieu, de sortir de sa culture pour s'ouvrir vers le monde. Et le fait que, et donc il quitte notamment l'université de Genève où il était promis comme ça à une voie toute tracée, d'autant plus qu'il était donc le fils du directeur de cette bibliothèque, et le fait qu'ensuite il va passer la plus grande partie de son temps dans une chambre noire de reproduction qui est juste à l'entrée à droite des escaliers. Et donc, je ne pense pas qu'il faut voir ça uniquement comme une sorte de renoncement à l'ouverture vers le monde. Je reviens à la case départ. Il y a bien, dans son travail d'iconographe, une idée de s'ouvrir aussi à d'autres cultures, à d'autres mondes et d'autres temps. Et lui-même fait souvent le parallèle entre son travail d'iconographe et l'expérience du voyage.